bonsoir. On décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce vendredi 16 septembre. « 29%, c'est le taux d'effectifs féminins au niveau national dans le domaine de l'industrie. Pour faire tomber les barrières et encourager la mixité, un job dating a été organisé à Yutz, spécialement réservé aux femmes. Une cinquantaine d'emplois étaient proposés. Et puis les blind tests ont la cote des tests musicaux à l'aveugle et d'autres animations ont ambiancé les frigos à Metz. Aux platines, 2 DJ déjantés. On vous fera revivre en partie la soirée. Et côté ciel, le week-end s'annonce frais. Samedi matin, les températures seront comprises entre 7 et 8 degrés. Quelques ondées sont prévues, ainsi que quelques éclaircies en alternance. Une amélioration est prévue pour ce dimanche. La météo sera plus sèche, mais les températures resteront fraîches. Une météo qui ne vous empêchera pas de vous rendre aux Journées européennes du patrimoine ce week-end. Rien que sur l'Eurométropole de Metz, il y a 85 lieux à découvrir et tellement d'autres en Moselle. Tim Girard, notre spécialiste histoire et patrimoine, est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Uranie. Et effectivement, en Moselle, on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de choses ce week-end. Et vous nous donnerez vos coups de cœur, mais juste avant, on développe d'abord les titres. Et on démarre d'abord avec une double visite ministérielle. François Braun, délégué à la santé et à la prévention, et son homologue Amélie Oudéa-Castéra, déléguée au sport, Jeux olympiques et paralympiques. Ils sont tous deux actuellement à Verny pour inaugurer la première maison sport-santé implantée en Moselle. Elle s'appelle Academos. Mais quels sont les objectifs de ce type d'équipement? Florian Tonizzo, vous nous redonnez le contexte. Bonsoir Uranie, effectivement après plus de 3 ans de travaux, l'ancien citériat de Verny est désormais Academos, cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile. Un site multifonctionnel de 4,5 hectares et de 11 000 mètres carrés de bâtiments. Un site qui est inauguré ce soir en présence de Patrick Weiten, président du département, mais également de François Braun, ministre de la Santé, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ont fait le déplacement pour inaugurer ce site, labellisé Moselle Terre de Jeux et site de préparation pour les Jeux Olympiques, un des 29 sites en la matière en Moselle et une des 288 cités des sports de France sur les 500 voulues par l'État cette année. Et bien sûr, on reviendra dans quelques instants sur ce sujet, notamment pour en apprendre davantage et bien sur ce site, ses ambitions et son impact pour faciliter l'accès au sport et aux soins. De leur côté, elles représentent à peine 29% des effectifs au niveau national. L'industrie peine à attirer des femmes. Pour faire tomber les barrières et favoriser la mixité au sein des entreprises, Pôle emploi et le pôle de formation UIMM Lorraine ont organisé pour la première fois en Moselle un job dating à Yutz, spécialement réservé aux femmes. Une dizaine d'entreprises a proposé une cinquantaine d'emplois. Regardez. Depuis toujours, la représentation que l'on se fait des métiers de l'industrie est très masculine. En cause, le poids de l'histoire, des stéréotypes et l'image des métiers encore liés à la pénibilité. Alors pour rééquilibrer la balance, les entreprises s'emploient, quitte à privilégier les candidatures féminines. Aujourd'hui, je pense que ça passe par énormément de communication pour montrer aux femmes que l'industrie peut être attirante, que nous avons des métiers en évolution et pas seulement des métiers dans les bureaux, puisque c'était un peu cette représentation qu'on avait des femmes, mais des métiers aussi de terrain, comme en maintenance, comme en production, comme en sécurité. Donc tous ces métiers-là qui sont effectivement attirants et qui offrent aussi des carrières et de belles carrières au sein de nos industries. Preuve que nous sommes encore loin de la mixité. L'Union des industries et métiers de la métallurgie de Lorraine compte seulement 10% de femmes dans leur rang. Les femmes ont certaines qualités dont il est vraiment dommage de se priver aujourd'hui, notamment la minutie. On voit par exemple sur le métier de soudeur, les femmes ont d'excellents résultats et donc les entreprises ont besoin de ces diversités, ont besoin d'équilibrer aussi les rapports humains et ont besoin aussi de recruter sur tous les métiers et aujourd'hui on ne peut pas se priver du public féminin. Public au profil différent cet après-midi-là lors du job dating.
Carole, 51 ans, l'industrie pour elle n'a plus aucun secret. Et Esmé, 45 ans, toute nouvelle dans le secteur. Moi, je suis pas dans le genre à rester enfermé dans un bureau pendant 8 heures. Non, c'est pas pour moi ça. Moi, il faut que je bouge, il faut que je produise, il faut qu'à la fin de ma journée, de mon poste, il faut que j'ai fait quelque chose de rentable. J'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 5 ans. Ensuite, j'ai eu mes enfants, je me suis arrêtée. Et puis après, j'ai commencé à mi-temps dans le ménage. Et mes enfants maintenant sont assez grands. Et donc maintenant j'ai démarré, ça fait 1 an dans l'industrie, j'ai travaillé au Luxembourg. Et là j'aimerais continuer dans l'industrie. Comme quoi il n'est jamais trop tard, à l'ère de l'industrie 4.0, les métiers sont tout autant accessibles aux femmes qu'aux hommes. Et vous le savez, le Moselle Open démarre très prochainement et bien sûr le monde du tennis est submergé d'actualités, à commencer par l'annonce de Roger Federer qui range sa raquette après plus de 20 ans sur les cours. Julien Bouter, directeur du Moselle Open, a d'ailleurs joué à 3 reprises contre lui, notamment lors de son premier titre remporté à Milan. Le directeur comprend cette décision et se souvient. Effectivement, depuis maintenant 12 mois, voire plus, il est en souffrance avec plusieurs interventions chirurgicales, il était blessé. Donc c'est presque une non-annonce, puisque voilà, tout le monde s'y attendait un petit peu. Autant il y a 5-6 ans, quand il était pas bien, on pensait que la retraite elle pouvait être proche. Il a réussi à nous surprendre, revenir, regagner 3 grands chelems. Suite à ça, mais là effectivement c'était plus qu'attendu, on attendait juste le jour où il allait faire cette annonce. J'ai joué 3 fois moi dans ma carrière, j'ai gagné 1 fois, j'ai perdu 2 fois, dont une défaite lors de son premier titre. C'est peut-être entre guillemets d'un point de vue de l'histoire de son palmarès peut-être le moment le plus fort, parce que c'est son premier titre, c'est à Milan donc en 2001. Où il débloque son compteur, et c'est vrai que ce match-là reste certainement dans les archives et dans l'histoire du tennis la rencontre la plus importante. Hier, on vous annonçait le nom des 3 joueurs recevant les Wild Cards, ces invitations de dernière minute pour que ces joueurs puissent participer au Moselle Open. Hugo Humbert, Gilles Simon et également Richard Gasquet ont été sélectionnés. Et bien, un dernier sésame a été donné au Suisse Stan Wawrinka qui disputera donc les qualifications. Autre information, de son côté, Gaël Monfils a fait une autre annonce. Et bien, il ne participera pas au tournoi. C'est un joueur emblématique, c'est un joueur qui a un nom, c'est un joueur qui a gagné le tournoi des Grands Chelems, qui est très populaire et ça fait toujours partie des ingrédients pour faire un plateau sportif, d'avoir des jeunes, des Français, des superstars, des joueurs bien classés. Et lui, il fait partie de cette catégorie de stars du tennis. Et en plus, il revient, il a le niveau. Donc on a pu l'aider en lui donnant une wildcard ici, et c'est avec grand plaisir. Il a travaillé dur, il s'est soigné très tôt suite à sa blessure aux États-Unis, et on a eu la réponse donc tout à l'heure comme quoi malheureusement il ne serait pas prêt. Il ne serait pas compétitif pour venir ici, et quand on connaît la densité du tableau, le niveau de jeu ou autre, il savait très bien que s'il pouvait éventuellement venir jouer, mais ça aurait été presque que de la figuration, et dans ce cadre-là, il a préféré renoncer Et après le sport, la mobilité, la centrale nucléaire de Cattenom a inauguré ce vendredi 200 bornes électriques installées sur le parking de la centrale afin d'encourager les salariés à rouler en voiture électrique et donc à limiter leur consommation carbone. La structure a profité de ce nouvel aménagement pour proposer des animations, des conférences et bien sûr des tests de véhicules. On fait le point avec Jérôme Le Saint, qui est donc le directeur de la centrale nucléaire, au micro d'Emma Facchetti. On profite de cette inauguration et de la mise en place de ces bornes pour montrer, et avec l'aide des concessionnaires de la région, montrer ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'électrique, et pour utiliser et pouvoir tester des véhicules électriques, pour tester des trottinettes et autres moyens électriques aujourd'hui, pour donner envie finalement par ces essais, et également
mieux comprendre l'écosystème autour de la mobilité électrique. Quelles sont les offres possibles en termes de mobilité électrique? Quels sont aussi les usages qui sont possibles? Qu'est-ce qui est possible également pour les collectivités territoriales? Voilà, donc tout le package autour de la mobilité électrique. Comment recharger des vélos aussi avec des abris qui soient connectés, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent par des PME, par des grands groupes. Et l'idée, c'était de regrouper en un seul lieu toutes ces offres-là. Et c'est le moment de s'intéresser à la culture et plus particulièrement à la poterie préhistorique. À Sarrebourg, le musée de la ville a proposé un atelier ludique autour de l'archéologie à des élèves. Un rendez-vous qui sera d'ailleurs régulier tout au long de l'année scolaire. Et pour la première séance, eh bien, les petites mains n'ont pas chômé. Les apprentis potiers ne sont ni dans une grotte ni vêtus de peau de bête, mais ils vont répéter les mêmes gestes que leurs ancêtres en moins 6000 avant Jésus-Christ. Tu fais ça, mais en même temps tu déplaces de droite à gauche pour avoir... Voilà. Les poteries sont effectivement apparues à l'époque néolithique, lorsque les hommes se sont sédentarisés et ont créé les premières vaisselles. Pour les fabriquer, il suffit de quelques grammes d'argile et d'une technique bien particulière. Il s'agit en fait de réaliser ce qu'on appelle des colombins, des boudins qui vont être posés les uns sur les autres pour former un bol, un gobelet. C'est une technique, une des premières techniques utilisées pour fabriquer des vases. Donc c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants des savoir-faire très, très anciens. Sur les visages, la concentration est à son maximum. La dextérité et la rapidité sont indispensables pour réussir à dompter la terre. Ézéchiel était curieux de connaître les gestes du quotidien de ses très lointains ancêtres, mais il ne s'attendait pas à tant de difficultés. J'imaginais plus, je sais pas, qu'ils avaient des moules ou ils faisaient des choses comme ça. Pas de mouler avec les mains, quoi. C'est pas que c'est dur à manier, mais c'est que surtout la matière, quoi. C'est un peu dur, mais vers la fin, elle commence à se ramollir. Ouais. Après quelques minutes, chacun des potiers révèle son style. Si certaines réalisations commencent à ressembler à une amphore, d'autres pourront faire office de bol pour un prochain petit déjeuner. Mais après la forme, c'est la décoration qui va faire toute la différence. J'ai voulu faire plus un bol romain. L'extérieur, j'ai fait comme des petites montagnes, mais tout autour. Ensuite, j'ai fait le couteau ici, j'ai aplati, et ça a donné ça. À la fin de la séance, les poteries sont bluffantes de réalisme. Leurs créateurs repartiront chacun avec le fruit de leur travail, qu'il faudra encore faire sécher pendant une dizaine de jours. Le prochain atelier du musée aura lieu le 26 octobre, sous la forme de jeux de pistes, pour découvrir les origines d'Halloween. Et de la préhistoire à notre ère, le patrimoine mosellan n'a pas fini de faire parler de lui. Et à quelques heures des Journées européennes du patrimoine, le 17 et 18 septembre, nous allons dévoiler enfin les coups de cœur de Tim Gérard, notre spécialiste histoire et patrimoine, comme je disais en début d'édition. Alors votre œil s'est arrêté sur quel lieu ? Alors, on commence en allant à Thionville, ou plus précisément à Guentrange, à la découverte d'un bijou de patrimoine militaire. Et à la différence des nombreux forts qu'on peut avoir en Moselle, celui-ci n'a pas été construit dans les années 20 et 30 par les Français, mais dans les années, exactement, même je vais être précis, de 1899 à 1906, donc en pleine annexion allemande. Et oui, ça fait partie de la Moselle-Stellung, ce fort de Guentrange, et donc c'est quelque chose qu'il faut découvrir parce que ça nous sort un petit peu de tout ce qu'on connaît, on va dire, du patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, même si ça y ressemble, on voit aussi à quel point la ligne Maginot s'est inspirée de ces constructions allemandes. Donc à Guentrange, donc pour le premier coup de cœur. Et le deuxième, alors, nous emmène où ? Eh bien, en Moselle-Est, en tout cas plus à l'Est, à Saint-Avold avec l'abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold. Un véritable bijou de patrimoine religieux qui date du XVIIIe siècle. Et alors, des trésors à Saint-Nabor, il y en a partout, que ce soit dans le chœur, dans la nef, dans les absides, partout. Et l'un de ces trésors, c'est bien sûr son orgue, qui est l'un des plus anciens et l'un des plus grands, d'ailleurs, aussi extrêmement imposant de Moselle. Et donc tout le week-end il y a des visites. Attention, il faut s'inscrire, il y a peu de place, mais ça vaut le coup et ça vaut le détour. Et clou du spectacle, dimanche il y aura un concert d'orgue avec Madame Zimmermann et Monsieur Reb, donc deux organistes à Saint-Avold. Alors ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres en Moselle évidemment, donc c'est le cas, il faudrait se renseigner quand on est dans une commune en particulier de tout ce qui est proposé. Alors il faut aller sur le site de votre commune, sur les sites également du département de la Moselle. Des programmes, il y en a partout, dans les journaux, dans la presse quotidienne régionale. Surtout,
allez-y, sortez. C'est le meilleur week-end de l'année pour ça, pour sortir, découvrir et apprendre. Ça vaut le coup. Le message est passé. Et ce soir, sur Moselle TV, si on n'a pas envie de sortir, on a fait les choses en grand avec une émission spéciale, justement. Exactement, un numéro spécial de Destination Moselle de 80 minutes, à travers lequel, en fait, on va... retracer l'histoire de Metz mais de façon nouvelle grâce aussi donc à des reconstitutions 3D et je salue Clément Dumay qui les a réalisées en ma compagnie. Donc découvrez Metz en fin de compte comme vous ne l'avez jamais vu puisque grâce à ces 3D vous allez pouvoir redécouvrir la ville de Metz dans l'Antiquité à l'époque où elle s'appelait Divo-du-Rhum, mais une image vaut 1000 mots. Je propose qu'on regarde la bande-annonce. Tout de suite. De l'Antiquité au XXe siècle en passant par le Moyen-Âge, l'histoire de Metz se dévoile à travers son patrimoine. Metz a été, pendant toute l'époque romaine, la capitale de la cité des médiomatriques. Au fil de son épopée singulière, la cité va se développer au point que chaque époque imposera son style. On parle à ce moment-là de république oligarchique, comme on trouve à Venise ou à Florence en Italie à ce moment-là. La porte des Allemands s'appelle comme ça parce que c'est les Allemands qui l'ont construite. Ce n'est pas vrai du tout. Alors l'opéra-théâtre, il fait partie d'un projet ambitieux, un projet d'urbanisme. Grâce à de nombreuses reconstitutions 3D, redécouvrez l'histoire de Metz en compagnie d'historiens et de passionnés. Et puis cette longue période de plus de 3 siècles de la République messine. La loge centrale qui est au premier balcon est celle traditionnellement du maire. Heure de gloire de la cité messine. Ça nous permet de nous rendre compte de l'ampleur de ce qui a été construit, de l'emprise au sol que cela pouvait avoir. Mais aussi les drames. Donc il y a des flamèches qui se sont consumées et à 4 h du matin, eh bien l'incendie s'est déclaré. Je vous invite à entrer dans l'histoire où 2 millénaires d'aventures se dévoilent de manière inédite à travers les secrets des plus beaux témoins de notre passé. Metz, les secrets de son patrimoine, vendredi à 21 h sur Moselle TV. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie à vous, Uranie, et à vous qui nous regardez. Donc rendez-vous ce soir 21 h pour tout savoir de l'histoire de Metz. Merci Tim de nous avoir emmenés au fort de Gantrange et dans l'abbatiale de Saint-Avold dans quelques minutes et à bientôt. À bientôt. Et adultes ou enfants, on n'a jamais fini d'apprendre et les plus jeunes ont aussi droit à leur journée du patrimoine. Alors pour l'occasion, 150 classes de Moselle ont pu découvrir quelques richesses patrimoniales du département. Organisées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ces visites insolites favorisent la sensibilisation des générations futures. 4000 écoliers et collégiens se sont donc émerveillés et instruits dans 57 édifices du département. Parmi eux, les CE1 de l'école de Varize qui ont découvert les 300 ans de secrets de l'Opéra-Théâtre de Metz. C'est vrai qu'on passe devant un bâtiment, on ne va pas forcément s'arrêter devant et observer des choses. Alors je parle de bâtiments, mais en fait dans les activités c'est hyper varié. Il y a aussi des balades, donc évidemment il y a des balades urbaines, il y a des balades dans des bâtiments historiques, il y a des ateliers avec des manipulations, des expérimentations. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de sensibiliser les plus jeunes à ce patrimoine-là. Donc quand on parle de patrimoine, c'est hyper large. Et c'est vrai que du coup, aiguiser son œil dès le plus jeune âge, c'est très très important, c'est même primordial. Tout à fait, il faut les amener à la visite, à la culture, et ça fait partie également de nos programmes et de nos enseignements. C'était l'occasion pour nous de venir à Metz, puisque même si nous sommes une école située pas très loin de Metz, les enfants ne viennent pas forcément visiter le patrimoine messin. Et on parlait tout au long de cette émission de sport et de santé, deux domaines intimement liés et regroupés au sein d'Academos. C'est le nouvel équipement inauguré aujourd'hui par deux ministres, le ministre de la Santé et le ministre des Sports. La visite se poursuit encore actuellement et nos reporters sur place ont pu poser quelques questions à un autre invité, Michel Simès, médecin et présentateur télé. On l'écoute. J'ai envie de vous dire que c'est le médicament de demain. Pendant très longtemps, on a dit que le sport était bon pour la santé sans savoir vraiment pourquoi, que ça faisait maigrir, etc., ça maintenait en forme. Mais aujourd'hui, on a toutes les données scientifiques pour montrer que c'est pas que c'est bon pour la santé, c'est que c'est essentiel pour la santé, pour augmenter son espérance de vie en bonne santé. Et aujourd'hui, si vous voulez éviter un certain nombre de cancers, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes cardiovasculaires, si vous voulez éviter de faire une dépression, si vous voulez éviter de péter vos os quand vous êtes plus tout jeune, eh ben, il faut commencer le sport très jeune, l'activité physique si vous êtes sédentaire ou inactif, et puis le sport au-delà.
voilà. Moi, je suis ambassadeur santé de Paris 2024. Tony Estanguet m'a chargé, et le COJO m'ont chargé de faire passer la bonne parole auprès du grand public. Et les opérations comme celle-ci, avec la mise à disposition pour le grand public, c'est magnifique ici. On a des agrès, on a du matériel. J'aimerais bien l'avoir dans ma salle de gym. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis motiver les gens par un discours, leur expliquer que le sport santé c'est essentiel, et expliquer aussi aux médecins, à mes confrères, qu'il faut qu'ils s'y mettent et qu'il faut qu'ils prescrivent. Academos, une thématique qu'on continue d'aborder dans quelques instants, mais on change de sujet pour le moment. Ils s'appellent Boris Willis et Kevin Lowcostner, ils sont DJ et leur spécialité, eh bien, ce sont les tests aveugles. Comprenez des soirées blind test complètement déjantées. Ils étaient au Frigo à Metz hier soir et Anne-Sophie Grossier est rendue pour nous dévoiler les images. Short fluo, chemise condor ou à paillettes, perruque et bandeau, ce duo de DJ ne passe pas inaperçu. On a été forgés dans la montagne du destin et on s'est dit c'est notre destinée de faire des tests aveugles. Tout à fait, tout à fait. C'est pas des blind tests, des tests aveugles en fait. Mesdames et messieurs, morceau suivant. Avec leur personnage farfelu au look complètement décalé, ces deux médecins ont pris le pari de revisiter les règles du blind test en y incluant des duels entre les équipes en cas de réponse simultanée. Les participants ont tout donné pour remporter le jeu et le concept les a complètement séduits. Ah, on adore l'animation. J'aime beaucoup ce qu'il y a autour, très bonne ambiance, vraiment on rigole très bien. Beau costume, beau gosse, si je peux me permettre. Très belle perruque. Ils sont beaux, ouais, ils sont beaux. Oh là là, ils sont beaux. C'est un tout. On les suit partout, on les adore. C'est un concept original. On n'a pas l'habitude de voir ça ici et en plus les gens sont super cool. Ça change un petit peu, je trouve que le concept est vraiment sympa et l'endroit est aussi sympa. Original, très animé, très festif, en pleine semaine, c'est sympa. Une belle soirée qui s'est finie au rythme des tubes des années 90 et 2000, sous les applaudissements du public, et le duo remporte un tel succès qu'il s'exportera jusqu'à Tours pour y proposer 2 soirées test aveugles. Et on fait un dernier arrêt à Academos, cette maison de sport santé inaugurée depuis 17h aujourd'hui à Verny en présence de François Braun et Amélie Oudéa-Castéra. En France, 288 infrastructures de ce type existent déjà. L'objectif est de monter jusqu'à 500. Une volonté politique que nous expliquent les deux ministres justement. Oui, certainement. En tout cas, nous voyons une très très belle réalisation et surtout une réalisation polyvalente, qui conjugue des sportifs de très haut niveau qu'on voit ici, mais également du sport santé pour les personnes les plus fragiles, pour les sapeurs-pompiers également dans leur formation. Bref, un très bel ensemble qui met le sport, l'exercice physique au centre de la société, et c'est ce que nous souhaitons faire. Avec en plus cet élan des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on est sur un territoire très engagé en faveur du sport, dans ce département de la Moselle, où on a plus de 50 communes qui sont labellisées terres de jeux. On est ici sur un centre de préparation aux Jeux. Et puis vous l'avez en tête, en 2024, le sport santé, grande cause nationale, la place du sport dans notre société. Donc avec François Braun, on va continuer à porter ça avec notre énergie, notre détermination, parce que plus de sport va faire du bien à nos jeunes, va faire du bien à tous les âges de la vie, créant plus de la mixité, du partage, pas seulement de l'émancipation, et donc c'est un formidable remède pour notre pays. À ce titre, le département de la Moselle est bien présent. Absolument, je le disais, on a 50 communes ou EPCI qui sont labellisées aujourd'hui terres de jeux, donc c'est des terres qui vont vibrer à l'unisson pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a aussi cette caravane qui a commencé à circuler, la caravane de la Moselle, et qui permet d'animer les territoires autour de cet élan des Jeux Olympiques et Paralympiques. Président, vous êtes heureux aujourd'hui? Oui, heureux à divers titres. Tout d'abord, on s'est engagé, on faisait partie des 15 premiers départements à être labellisés terres de jeu au sein de l'ADF, et ensuite on s'est engagé en mobilisant l'ensemble du monde sportif mosellan, du sport pour tous, du sport senior, du sport santé, du sport de très haut niveau. Là on a nos champions, ceux qui préparent Paris 2024, et on a une trentaine de mosellans qui peuvent aborder
les Jeux Olympiques et Paralympiques avec des titres déjà prestigieux qu'ils ont obtenus. Et puis ensuite, c'est ce centre-là sur lequel nous avons investi, des centres sur lesquels nous continuons à investir avec les communes. Et puis c'est la démarche sport-santé, sport pour tous, qui pour nous est essentielle. Comme je dis toujours, le département est un acteur du premier sourire au dernier soupir. Là, on est complètement dans cette démarche-là et pour nous, le sport-santé est essentiel dans la reconstruction physique, mais aussi psychologique et sociale. Et c'est là pour laquelle on a là une démarche éminemment importante et la démonstration en partenariat avec l'ensemble du corps médical et paramédical de la Moselle. Et on a vraiment un succès là qui permet de nous engager sur le sport pour tous dans toutes ses dimensions. Et on a vu des jeunes dans les maisons de l'enfance à caractère social. C'est également source d'insertion et pour nous, c'est absolument indispensable. Et on quitte la scène pour l'image du jour, celle d'un nouveau logo, celui de la communauté de communes du pays Orne-Moselle. L'acronyme POM y est lisible, mais il faut aussi apprendre à lire entre les lignes. Dans ce logotype, on y aperçoit l'histoire des hauts fourneaux avec la présence graphique de cheminées. On y décèle également un pont, le tout uni, comme pour évoquer le lien entre la population, les collectivités et leur territoire. Et c'est tout pour cette édition, mais votre soirée ne s'arrête pas là, bien sûr. Découvrez un nouveau numéro sportif de Dragon Mag à 18h30, suivi de débats du Club de la Presse à 19h. Et je vous rappelle bien sûr qu'à 21h, vous pourrez découvrir l'histoire de Metz pendant 90 minutes. Un voyage dans le temps à ne surtout pas louper. Très belle soirée sur Moselle TV et très bon week-end.